Bonjour à tous, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce matin et de vous voir aussi nombreux pour notre traditionnelle conférence de presse sur les résultats du secteur de l'assurance. Je vous remercie de votre présence ce matin et je vous remercie aussi pour votre présence tous les jours, tout au long de l'année, à nos côtés et sur tous les sujets aussi variés soient-ils. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu revisiter cette année 2024 et qu'est-ce qu'on peut en retenir en dehors évidemment des Jeux olympiques et paralympiques et puis surtout en dehors de SMART, notre premier sommet que nous avons vécu ensemble récemment. Moi, ce que je retiens de l'année 2024, c'est trois faits marquants. D'abord, la dégradation de la situation géopolitique, avec des conflits qui se sont généralisés et intensifiés partout, puisque c'est désormais une personne sur 8 dans le monde qui est exposée à un conflit. 2024, c'est aussi une reconfiguration des blocs de puissance entre les États-Unis, la Chine, la Russie, et une reconfiguration dont l'Europe pourrait quand même être la grande perdante au moment où elle se fragmente toujours davantage et compte toujours plus d'eurosceptiques au sein du Parlement européen. Fragmentation à l'œuvre également en France, avec dorénavant 11 groupes parlementaires, du jamais vu depuis la Ve République. La France, c'est aussi une dissolution inédite depuis 1997, une France sans budget au 31 décembre 2024, du jamais vu depuis 45 ans. Le deuxième fait marquant de l'année 2024, c'est la situation économique, avec une croissance de la zone euro à 0,9%, très inférieure à celle des États-Unis et de la Chine. Les économies européennes demeurent dans une situation budgétaire dégradée, tout spécialement en France, où l'instabilité politique, conjuguée au dérapage budgétaire, a entraîné une chute des marchés et un écartement des spreads. Le CAC a ainsi cédé 2,2% sur l'année, alors que les autres bourses terminaient dans le vert, et notre taux d'emprunt à 10 ans s'est dangereusement rapproché de celui de la Grèce. Le troisième fait marquant, c'est bien sûr le climat. Le total des pertes économiques des événements climatiques mondiaux en 2024 est estimé à 310 milliards de dollars, dont 135 milliards de dollars pour les dommages assurés. Des pertes qui augmentent chaque année d'environ 5 à 7% sur les 10 dernières années. Ce que je note, c'est que ces trois faits marquants, ils sont très cohérents avec les résultats de notre dernière édition de la cartographie prospective des risques. Pour rappel, cette étude, c'est chaque année plus de 200 experts qui dressent un état des lieux des principales menaces à horizon de 5 ans. Et pour la première fois chaque année, on retrouve sur la première marche du podium, ex aequo, le risque climatique et le risque cyber, suivi de près par le risque économique d'un environnement dégradé. Et en troisième position, le risque politique qui, lui, gagne 8 points dans le classement. Au total, sur les 24 risques étudiés, il y en a 22 qui augmentent, soit en sévérité, soit en fréquence, soit les deux. Alors, face à cette situation, comment réagissent les Français ? D'après une étude ELAB, qui a été réalisée auprès de nos concitoyens, on est passé d'un sentiment de résilience collective après le Covid à un sentiment de grande vulnérabilité et une vulnérabilité qui s'accentue d'année en année. Les Français redoutent notamment le risque cyber, le risque économique et le risque de guerre qui, dans le sondage, présente la plus forte progression. Plus que jamais, les Français vivent dans une société du risque. Et face à cette situation, ils sont en grande demande de protection, en particulier de la part des assureurs. D'ailleurs, 88% d'entre eux disent qu'être assuré est utile. Les Français, donc, nous font confiance et ils attendent beaucoup de nous. Et nous nous investissons tous les jours pour être à la hauteur de leurs attentes. En effet, avec plus de 300 000 personnes, l'assurance est présente
sur l'ensemble du territoire, et ce, avec un maillage très dense. À chaque coin de rue, dans chaque bourg, il y a un assureur. Et au moment où des inquiétudes renaissent sur l'emploi, les entreprises d'assurance recrutent. Leurs effectifs ont augmenté de plus de 9% sur 5 ans. C'est 2 fois plus que l'ensemble du secteur privé. Je rappelle également que la réparation d'un sinistre mobilise des ressources locales, des artisans, des entreprises, ce qui est une autre façon de protéger l'emploi local. Donc, par sa présence, l'assurance est un acteur stratégique de la vie économique des territoires. Notre métier de base, c'est la protection. Et j'y viens. Chaque jour, les assureurs gèrent 36 000 nouveaux sinistres IARD. C'est un nouveau sinistre toutes les 2 secondes ou 13 millions de nouveaux sinistres chaque année. Si on commence par les sinistres climatiques, pour l'année 2024, le coût des événements naturels atteint 5 milliards d'euros. Et plusieurs événements ont marqué notre territoire, mais en particulier les Outre-mer. Et en un peu plus d'1 an, 3 cyclones ont balayé les îles françaises de l'océan Indien, avec à chaque fois des conséquences dramatiques. Parce qu'avant tout, ces événements naturels, ce sont des drames humains, avec des vies brisées, avec tout à rebâtir pour les citoyens, pour les entreprises et pour les collectivités territoriales. Je rappelle que ces 3 événements, ces 3 cyclones, ont représenté un coût qui s'approche du milliard d'euros. En pratique, les événements naturels, en 2024, c'est 3 695 communes concernées par un arrêté CatNat et 374 communes touchées plusieurs fois cette année. Ce qui illustre, s'il en était besoin, l'importance du régime des catastrophes naturelles, qui est un véritable trésor national pour les Français. Un régime qu'il faut absolument préserver, d'où le rehaussement de la surprime qui est intervenu au 1er janvier 2025. Mais pour pérenniser ce régime et plus généralement face à l'inflation des événements naturels, il faut également un effort massif en matière de prévention. À cet égard, je me réjouis que la France se soit dotée d'un PNAC ambitieux pour nous adapter à la nouvelle donne en matière climatique. Et à l'occasion de la sortie du PNAC, nous avons échangé avec la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, et nous avons proposé de nous engager à ses côtés, notamment pour la diffusion d'informations de prévention à destination des assurés, pour le déploiement d'actions de prévention dans les écoles, mais aussi pour la mise en place d'un guide de souscription de l'assurance pour les collectivités territoriales. Nous avons également exprimé le souhait de voir se développer l'économie circulaire et les filières de réemploi. En parallèle, nous contribuons directement avec tous nos partenaires à éveiller les consciences et à mobiliser les forces économiques et sociales autour de l'impact du dérèglement climatique. Par exemple, nous travaillons avec l'Association des maires de France pour une meilleure acculturation au risque de nos élus. Nous avons pour cela publié un document sur le rôle de chacun lors d'un événement naturel. Et en octobre 2025, un peu de prospective, à l'occasion de la Journée nationale de la résilience, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'Assurance Prévention va réaliser un tour de France pour régionaliser les messages et apporter des conseils de prévention à la fois pertinents et concrets à des populations qui ont vécu des inondations. Alors, en 2024, il a beaucoup plu. L'année est d'ailleurs la plus pluvieuse depuis 20 ans. Et ça a eu 2 conséquences très concrètes. Première conséquence, entre pluviométrie excédentaire et faible ensoleillement, les cultures ont connu une sinistralité record, avec près de 800 millions de prestations versées en assurance agricole, dont 600 sur la multirisque culture. Deuxième conséquence, sur l'habitation, les dégâts des eaux sont le premier poste de sinistre pour les assureurs. Cette sursinistralité en dégâts des eaux a néanmoins été compensée par les autres sinistres climatiques, par les incendies et les vols, et la fréquence de ces 2 derniers risques diminue respectivement de 11% et de 3%.
Donc, sinistralité en baisse sur l'assurance habitation. Mais à contrario, la sinistralité augmente considérablement sur l'assurance des professionnels et des entreprises, avec une hausse de plus 9% en 2024. Et cette hausse, elle est notamment liée à l'augmentation des sinistres graves, c'est-à-dire les sinistres qui dépassent 2 millions d'euros. Et ça, c'est pour la deuxième année consécutive. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est un record de dépasser 1,2 milliard d'indemnisation, un record qui n'avait été atteint dans le passé qu'en 2019 avec le sinistre exceptionnel de Lubrizol. En 2024, un tiers de la charge des sinistres graves correspond aux émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et souvenez-vous, déjà en 2023, les émeutes expliquaient la moitié de l'augmentation de la charge des sinistres graves. Alors, concernant les violences urbaines, 3 constats s'imposent. Premier constat, des montants de dommages qui explosent, y compris pour des événements très courts. Rappelez-vous, en juin 2023, c'était 8 jours d'émeutes pour près de 800 millions d'euros de dommages. Deuxième constat, plus aucun territoire n'est épargné, quelle que soit la taille de l'agglomération et sa localisation. Et enfin, troisième constat, le risque change de nature. En 2005, c'était plutôt des voitures qui étaient incendiées. Ce sont désormais les entreprises et les collectivités territoriales qui sont touchées. L'assurance des collectivités territoriales, parlons-en. Parce que c'est une vraie inquiétude pour les élus locaux, ceux-là même qui sont en première ligne lors des événements climatiques et des émeutes. Nous avons échangé récemment avec les 3 ministres concernés, le ministre de l'économie, la ministre de la transition écologique et le ministre des territoires, pour partager avec chacun d'entre eux notre volonté de trouver une solution pérenne. Je note que plusieurs missions se sont récemment penchées sur la question, le rapport du sénateur Jean-François Husson, le rapport d'Agès Chrétien et l'avis de l'autorité de la concurrence. Et c'est très intéressant de noter que ces 3 missions convergent sur les préconisations. Et la première préconisation, c'est de desserrer les contraintes de la commande publique pour s'inspirer de ce qui marche bien finalement dans l'assurance des entreprises. Deuxième préconisation, promouvoir la connaissance des risques au sein des collectivités territoriales et permettre un dialogue entre assureurs et élus. Troisième préconisation, former les élus à la prévention. 40% des communes qui devraient avoir un plan communal de sauvegarde n'en ont toujours pas. Et d'après le rapport du Sénat, 18% des communes n'ont aucun document concernant la prévention. Au-delà de ces 3 mesures, il y a aussi un sujet très concret sur lequel nous nous sommes penchés, c'est la franchise CatNat des collectivités territoriales. Alors ça peut paraître un peu technique. Cette franchise n'a pas été réformée, ce qui place aujourd'hui certaines collectivités dans une situation aberrante avec une franchise CatNat qui est en fait beaucoup trop élevée. Évidemment, nous avons alerté les pouvoirs publics sur ce point depuis plusieurs mois. Après l'habitation, les entreprises et les collectivités, j'en viens maintenant à la mobilité et son marché cœur, l'assurance automobile. Je voudrais insister cette année sur les sinistres corporels. Les sinistres corporels, c'est 2% en nombre de sinistres, mais c'est 35% des indemnisations. Leur coût a triplé sur les 20 dernières années. Je rappelle que nous fêtons cette année les 40 ans de la loi Badinter, qui a représenté une avancée absolument considérable pour le droit des victimes d'accidents de la route. Mais en 40 ans, les choses ont changé. Le barème en vigueur à l'époque n'a jamais été revu, donc maintenant il est obsolète et donc il n'est plus appliqué. En conséquence, les niveaux d'indemnisation varient significativement d'une juridiction à une autre, avec quand même une tendance inflationniste très marquée. Et ça a des conséquences directes sur l'assurabilité, en particulier aujourd'hui, l'assurabilité des transports publics de voyageurs. C'est la raison pour laquelle nous proposons de travailler sur un barème de capitalisation qui serait réglementé
et qui permettrait à la fois d'harmoniser les niveaux d'indemnisation pour les victimes et de désengorger les tribunaux. Sur les sinistres matériels, le coût moyen a augmenté de 31% sur 5 ans. En particulier, le coût des optiques de phare, qui a augmenté de 70% en 4 ans. Et les optiques de phare, sur un modèle de base, ça peut représenter jusqu'à 20% du prix du véhicule. Ça, c'est une tendance, et c'est une tendance lourde, parce que maintenant, ces optiques, elles constituent ce que les constructeurs appellent la signature lumineuse des modèles et des marques, avec l'utilisation d'éléments de plus en plus sophistiqués, nombreux, et surtout peu réparables, ce qui a également, évidemment, un coût environnemental très élevé. Sur le coût de la réparation, les solutions sont bien connues aujourd'hui. Il faut limiter les cadeaux d'un montant disproportionné lors des réparations des pare-brises. Là, je crois que tout le monde est bien au courant. Mais il faut aussi permettre beaucoup plus de recours aux pièces recyclées. Aujourd'hui, elles ne représentent qu'à peu près un peu plus de 5% des pièces remplacées dans les sinistres automobiles. Donc, comme vous voyez, on a là des leviers efficaces pour aller vers une société plus durable que nous appelons de nos voeux, mais qui va aussi générer de nouveaux risques. Les véhicules électriques qui pourraient représenter 30% du parc auto en 2050, eh bien, ça aura des conséquences significatives sur les coûts de la réparation, parce que ce sera beaucoup plus de batteries à remplacer à défaut de pouvoir les réparer, et des fréquences de véhicules économiquement irréparables plus élevées également. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour tout savoir sur l'impact de l'électrification des véhicules sur l'assurance automobile. Plus grave, l'incendie des batteries. Que ce soit les voitures, les vélos, les trottinettes électriques, elles sont équipées de batteries lithium-ion qui peuvent prendre feu. En 2023, à New York, il y a eu 268 incendies de batteries de vélos ou de trottinettes qui ont tué 18 personnes et qui en ont blessé 150. Tout simplement parce que généralement, on recharge sa batterie la nuit dans l'entrée de l'appartement et donc en cas d'emballement de la batterie, eh bien, on imagine les conséquences dramatiques. Je veux donc ici alerter le grand public. Ne laissez pas vos batteries en charge toute la nuit. Fidèle à notre mission d'anticipation des risques, nous avons en 2024, avec Assurance Prévention, financé des essais-feux sur des batteries de vélo au Centre national de prévention et de protection à Vernon, afin de prévenir et d'éviter à l'avenir de tels drames. Voilà pour les faits marquants de l'assurance dommage en 2024. Au total, les cotisations s'élèvent à 75 milliards d'euros, les prestations à 53 milliards d'euros, et le ratio combiné, quant à lui, s'établit à 99,1%, en hausse de 0,3 points. J'en viens maintenant à la santé. Grâce à la complémentarité entre la sécurité sociale et les assureurs, nos concitoyens bénéficient d'un reste à charge qui est parmi les plus faibles de tous les pays de l'OCDE. En effet, nous, assureurs santé, nous prenons en charge 31 milliards d'euros de dépenses de santé, 44% en soins dentaires, 48% en audiologie et 66% en optique. Le fait marquant pour notre système de santé, malheureusement, il n'est pas nouveau. C'est encore et toujours la dérive continue et non maîtrisée des dépenses de santé. Depuis 5 ans, l'ONDAM réalisé dérape systématiquement par rapport à l'ONDAM voté. Cette dérive impacte également les complémentaires santé qui ont vu leurs prestations croître en moyenne de 6% par an sur 5 ans, alors même que notre résultat technique, qui avait été quasi nul en 2021 et 2022, est devenu déficitaire de 200 millions d'euros en 2023, et je cite là des chiffres du ministère de la Santé. Sans politique volontariste, cette dérive ne va pas s'arrêter, ne serait-ce que parce que la population vieillit. Le véritable enjeu, c'est donc la maîtrise des dépenses de santé. C'est l'enjeu de la sécurité sociale, c'est l'enjeu des complémentaires santé, c'est l'enjeu des Français. Et face à cela, qu'est-ce qu'on nous propose
dans une vision strictement comptable, une taxe. Une taxe alors que la santé des Français est déjà la plus taxée en Europe. Je ne comprends pas pourquoi, en France, la santé n'est pas considérée comme un bien de première nécessité. Aujourd'hui, souscrire un contrat santé est plus taxé que de manger un hamburger. Et cette taxe, elle va pénaliser les 96% des Français qui ont une complémentaire santé justement pour les aider à se soigner. Bref, une taxe injustifiée et qui ne résout en rien les problèmes structurels. Dérive continue des dépenses de santé et dérive alarmante de l'absentéisme et donc des arrêts maladie. En 5 ans, le nombre de jours d'arrêt de travail a augmenté de 29%. Et cette hausse, n'est plus un effet Covid, c'est une nouvelle donne. Le nombre d'arrêts de travail reste à son niveau de 2020 et la tendance ne s'inverse pas. Ainsi, sur 5 ans, c'est plus de 300 millions de jours d'arrêt de travail de plus par rapport au niveau tendanciel passé. Et pour cette année, du coup, en prévoyance, eh bien, on note une augmentation de 24% des prestations. Alors, nous sommes soucieux de préserver notre système de protection sociale. Mais du coup, nous proposons de notre côté plusieurs solutions efficaces. Je vous en cite 2. Premièrement, lutter efficacement contre les fraudes sociales, que ce soit en santé ou en prévoyance. En 2024, l'Agence de lutte contre la fraude en assurance a détecté 180 millions d'euros de fraude en santé et prévoyance. Mais on est très très loin du montant évalué, évidemment, de la fraude qui pourrait atteindre 2,7 milliards d'euros en santé et prévoyance. Et c'est avec cela qu'il faut réduire les déficits. Et pour ça, on a besoin d'un meilleur partage des données avec la sécurité sociale et on ne comprend pas les blocages actuels. Nous appelons également à stopper sans délai les fraudes en étant autorisés à suspendre le tiers payant en cas de suspicion de fraude d'un professionnel de santé. Deuxième solution, nous préconisons de réformer le contrat responsable. Nous plaidons pour redonner du sens au contrat responsable en revoyant le socle des garanties imposées, pour accorder à chacun plus de liberté dans le choix des garanties sans être pénalisé fiscalement. Il faut également introduire des mécanismes qui permettent d'agir sur les comportements, en incitant à plus de prévention et une meilleure pertinence des soins et des parcours. Bref, ce que nous souhaitons, c'est un vrai contrat responsable et responsabilisant, adapté à chacun selon ses besoins. Si on regarde maintenant les résultats, les prestations en santé-prévoyance ont très fortement augmenté en 2024 de 16%, tandis que les cotisations augmentaient quant à elles de 9%. Le défi de la protection sociale, c'est aussi celui des retraites. Avec le ralentissement démographique couplé au ralentissement de la productivité du travail, évidemment, les régimes par répartition sont sous tension. C'est un sujet de société et donc c'est un sujet pour nous, assureurs. Avec 7 millions d'assurés, 10 milliards d'euros de collecte nette en 2024, le PER connaît un succès qui ne se dément pas. Et surtout, il est intéressant de noter que parmi les nouveaux adhérents d'un PER individuel, 30% ont moins de 40 ans. Ce qui souligne, à mon sens, le rôle que peut jouer ce produit dans le développement de la retraite supplémentaire dans notre pays. Retraite supplémentaire encore très très marginale, puisqu'elle ne représente que 2%, pourcentage le plus faible des pays de l'OCDE. Si les pouvoirs publics et les partenaires sociaux souhaitent développer la capitalisation, nous avons le produit, nous avons le PER, qui a déjà conquis la confiance des Français. Je veux maintenant évoquer plus largement l'assurance vie qui a confirmé en 2024 toute son attractivité. Le contexte économique et l'inquiétude poussent les Français à épargner. Le taux d'épargne financière des ménages a atteint en 2024 un niveau record à 8,8%, plus de 2 fois supérieur à celui de 2019. Et c'est logiquement vers leurs produits d'épargne préférés que les Français se sont tournés.
Avec des cotisations en hausse de 14%, une collecte nette à 30 milliards d'euros, l'assurance vie est en première position des flux de placement des Français en 2024. En stock, elle représente la moitié des principaux placements financiers des ménages et compte 19 millions de détenteurs pour 56 millions de contrats. Et si on regarde maintenant les rendements, avec 3%, l'assurance vie a le meilleur taux en 2024. Et sur 13 années, c'est la durée moyenne d'un contrat d'assurance vie, l'assurance vie a également le meilleur taux de rendement. Et cette bonne dynamique, eh bien, elle se poursuit en 2025 avec un encours qui a dépassé pour la première fois les 2000 milliards d'euros fin janvier. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour l'économie française et pour l'économie européenne. En effet, les assureurs européens sont parmi les principaux investisseurs dans l'économie. Avec près de 8 000 milliards d'euros investis, ils sont un atout puissant pour le développement économique de l'Europe. Et d'ailleurs, la France est le premier pays destinataire des investissements des assureurs européens, avec 26%. Symétriquement, avec plus de 2 600 milliards d'euros investis à 80% dans la zone euro et à 51% en France, nous, assureurs français, jouons la carte de la souveraineté européenne. Les assureurs français jouent également la carte des entreprises, qui représentent aujourd'hui près des 2/3 de nos investissements. Et sur 20 ans, la part des investissements dans les entreprises est passée de 51 à 63%. Et toujours sur 5 ans, la part des actions s'est nettement accélérée et est passée de 19% à 24%. Sur 5 ans, les assureurs ont également investi massivement dans tout type d'actifs d'entreprise, avec des croissances à 2 ou 3 chiffres, dans les PME-ETI, dans le capital investissement, dans le no-coté et dans les infrastructures. Les assureurs français financent les entreprises sur tout le territoire national et toutes les entreprises. Et là, je veux dire un mot du secteur de la défense. D'abord, pour rappeler que nous avons toujours été au rendez-vous pour défendre les intérêts économiques nationaux. Depuis 2019, nous avons investi 16 milliards d'euros dans des programmes économiques afin de soutenir la relance économique ou l'innovation technologique. Nos investissements dans le secteur de la défense s'élèvent aujourd'hui à 20 milliards d'euros. La France, qui est aujourd'hui confrontée aux bouleversements géopolitiques en cours, souhaite accentuer son effort de réarmement et nous sommes prêts à prendre toute notre part pour contribuer à la sécurité du continent européen. L'ambition européenne, c'est aussi d'être une puissance écologique. En la matière, les assureurs ont toujours pris des engagements pour une économie bas carbone. 92% d'entre eux se sont engagés à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et ils continuent à réduire leur exposition aux énergies fossiles, moins 11% cette année encore dans les investissements charbon, pétrole et gaz. L'ambition européenne en matière de durabilité, c'est aussi la directive Omnibus. Nous sommes attachés à l'objectif de finances durables et nous comprenons la nécessité des reportings en la matière, mais nous demandons une simplification. Pour conclure, les assureurs français terminent l'année avec un ratio de solvabilité plus de 2 fois supérieur aux exigences réglementaires. La robustesse, je le rappelle, c'est la première qualité qu'on doit attendre de son assureur pour qu'il soit toujours là quand vous aurez besoin de lui. L'assurance française est le premier marché de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, que ce soit via notre mission de protection ou notre mission d'investissement, nous sommes des acteurs stratégiques pour l'Europe, sa compétitivité, sa sécurité et sa souveraineté. D'ailleurs, parmi les 10 plus grands assureurs mondiaux, la moitié sont européens. Et dans la lignée des rapports Draghi-l'État, restaurer la compétitivité européenne, c'est aussi défendre les champions européens. Et pour cela, ne nous laissons pas engluer dans une législation européenne toujours plus foisonnante.
Certes, la présidente de la Commission européenne a promis de faire baisser de 25% les obligations de reporting. C'est un dessein louable. Mais est-ce que le plus simple ne serait pas d'arrêter de remplir la bassine de la réglementation avec des textes qui, pour certains, mettent en péril nos business models et nous fragilisent vis-à-vis de nos concurrents mondiaux? Je pense en particulier à FIDA, qui apporterait sur un plateau les données des consommateurs européens aux GAFAM. C'est une menace pour la compétitivité et la souveraineté européenne, raison pour laquelle nous en demandons le retrait. Nous jouons la carte de l'Europe. Nous voulons que l'Europe joue la carte de l'assurance. L'assurance est une force protectrice et stabilisatrice de l'économie. Sans assurance, il n'y a pas de développement économique et donc pas de souveraineté européenne. Je vous remercie.